Donc bonjour à tous, on attend encore quelques petits instants. Allez, alors je vous propose de commencer ce webinaire sur le protoxyde d'azote, qui est un sujet d'actualité, qui mobilise de nombreux professionnels de la prévention, de la santé, du social. Donc, comment prévenir l'usage détourné d'un produit légal? Donc, je suis Florence Royer, je suis chargée de projet référente territoriale dans le Gers à Promotion Santé Occitanie. Ma collègue Zélie de Requener, chargée de mission santé, référente territoriale sur l'Hérault, est en soutien aujourd'hui. Donc, alors, merci d'avoir pris le temps de participer à cette rencontre qui a pour objectif d'amener des éléments de compréhension, de partage, de connaissances actualisées et d'ouvrir des pistes d'actions concrètes. Donc, le protoxyde d'azote est un produit aux usages parfaitement légitimes, notamment dans le domaine médical, industriel ou alimentaire. Pourtant, son détournement à des fins récréatives, en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes, soulève aujourd'hui des préoccupations importantes, notamment en matière de santé publique. Les conséquences sanitaires peuvent être graves, tandis que les professionnels de terrain sont souvent confrontés à des situations complexes qui interrogent leurs pratiques. Euh, il est nécessaire de s'interroger euh, sur ces consommations. Donc, face à ces enjeux, il est essentiel de croiser les regards. C'est précisément l'objectif de ce webinaire qui réunit des intervenants aux expertises complémentaires. Donc, une intervenante nous apportera un éclairage scientifique sur les connaissances actuelles concernant les usages, les facteurs de risque et les stratégies de prévention. Les acteurs de terrain partageront quant à eux leurs expériences, les actions mises en œuvre auprès des publics concernés, les difficultés rencontrées, mais aussi les leviers qui favorisent la prévention efficace et adaptée aux réalités du terrain. Au fil de cette rencontre, nous espérons nourrir une réflexion collective autour de cette question, comment prévenir les usages détournés d'un produit légal en s'appuyant sur des approches fondées, sur des données probantes, le dialogue avec les publics concernés et des approches non stigmatisantes. Donc, vous voyez afficher les différents intervenants. Nous allons laisser la place pour démarrer ce webinaire à Marie Lapermestre, donc, qui est responsable du Centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance. Bonjour, donc j'espère que là tout le monde voit mes diapos de façon correcte. Ben voilà, mon rôle aujourd'hui, c'est un petit peu de mettre en perspective historique l'évolution de l'usage du protoxyde d'azote et ce que nous connaissons aujourd'hui, et puis d'aborder les différents points qui peuvent permettre d'expliquer pourquoi on observe un certain nombre de conséquences négatives de cet usage. Comme cela a été dit dans ma présentation, donc je suis médecin au CHU et je suis responsable du centre d'addictovigilance de Toulouse. Et donc, je vais commencer par vous dire rapidement ce qu'est le centre d'addictovigilance. Enfin, l'addictovigilance, c'est une vigilance sanitaire qui est dédiée à la surveillance et à l'évaluation des risques des substances psychoactives. Et notamment, on essaie d'avoir une expertise médicale et pharmacologique sur le potentiel théorique ou avéré d'abus, de pharmacodépendance, de détournement d'usage et de risques addictifs d'un grand nombre de substances psychoactives, quelle que soit leur nature, sauf l'alcool et le tabac. Et l'idée, c'est d'avoir une approche qui permette de détecter rapidement des signaux, de les évaluer, de les caractériser pour peut-être donner aux autorités sanitaires des moyens d'agir. Et donc, nos missions réglementaires sont pilotées au niveau régional par l'ARS et au niveau national par l'Agence de sécurité du médicament et des produits de santé. Et donc, pour quelle raison je suis là en tant que représentant de la dictovigilance? C'est que pour ce qui nous concerne en France, en janvier 2019, les centres d'addictovigilance, le réseau français d'addictovigilance a souhaité communiquer sur l'apparition d'un phénomène qu'on ne connaissait pas avant, qui était la diffusion de protoxyde d'azote, notamment avec un détournement d'usage des cartouches pour préparer la chantilly, donc qui était le détournement d'usage d'un produit à usage alimentaire exclusif. Et donc, c'était pour sensibiliser le fait que on avait une augmentation très importante de la dispersion dans notre espace public des cartouches à chantilly, mais c'est surtout que étaient apparus, et on l'abordera certainement un petit peu plus tard, des clusters de cas un petit peu bizarres, notamment dans les Hauts-de-France, de jeunes gens
des mineurs et des très jeunes adultes qui présentaient des atteintes neurologiques tout à fait particulières avec des paralysies ou des parésies et des paresthésies des membres inférieurs et parfois, et de façon un petit peu plus rare bien sûr, des scléroses combinées de la moelle, ce qui entraînait des tableaux neurologiques tout à fait surprenants dans cette population. Donc ça, c'était le premier signal à partir de quelques cas qui paraissaient vraiment bizarres parce qu'ils étaient tout à fait inattendus par rapport à ce qu'on avait connu précédemment. Et en 2022, on réinsistait sur le fait que ce premier signal se confirmait par une augmentation très importante du nombre de cas, une diffusion au niveau national. Et entre le premier rapport qu'on avait fait en addictovigilance en 2019 et l'année 2021, on avait multiplié par 10 le nombre de cas qui étaient remontés et qu'on avait identifiés. Alors, qu'est-ce que c'est que le protoxyde d'azote? En fait, c'est un très 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 vieux produit puisque il est issu du siècle des Lumières, hein, où on a commencé à avoir beaucoup de chercheurs qui ont développé en premier la chimie. Et donc, le protoxyde d'azote, c'est un gaz qui a été synthétisé à la fin du XVIIIe siècle par un chimiste anglais. Et au début, cet usage était purement récréatif, si on peut le qualifier comme ça, puisqu'il avait comme vocation à être utilisé de façon ludique, donc soit dans les salons de l'aristocratie britannique pour faire rire les dames un peu coincées, soit aussi dans des présentations dans les cirques ambulants ou autres. Donc, on utilisait ce protoxyde d'azote comme gaz hilarant et de façon un petit peu de l'observation, certains médecins se sont dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser? Parce que finalement, en le testant dans des foires, certains s'étaient rendus compte que ça permettait aux sujets qui étaient exposés de moins ressentir la douleur. Et donc, assez rapidement, au milieu du 19e siècle, le protoxyde d'azote a été repositionné dans le champ de la médecine et on a commencé à l'utiliser notamment pour diminuer la douleur et réaliser des interventions chirurgicales et notamment beaucoup d'extractions dentaires avec la couverture du protoxyde d'azote. Et donc, si on refait une histoire du proto, donc j'ai extrait cette figure d'un article que j'ai malheureusement pas pensé à vous envoyer pour le fond documentaire, mais je l'ai trouvé assez par hasard, qui fait une frise chronologique. Et donc, vous avez, depuis la découverte du protoxyde d'azote, donc on va l'appeler N2O, hein, puisque c'est oxygène et deux atomes d'azote. En 1772, on identifie quelques années après les premiers usages récréatifs avec des personnes qui vont l'utiliser de façon un petit peu intensive. Et au milieu du 19e siècle, donc, il trouve une place dans l'anesthésie, en fait, hein, pour faciliter les prises en charge anesthésiques ou diminuer la douleur. On l'expérimente de façon un peu étendue. C'est en même temps qu'en Allemagne, on développe l'éther et le chloroforme qui supplantent un peu, mais enfin, dès la fin du 19e siècle, les autorités françaises s'inquiètent de la gazomanie. Voilà, donc on fait des bonds dans le temps, on l'utilise dans tout le 20e siècle, et puis vers les années, fin des années 70, début des années 80, il commence à y avoir des petits soucis parce qu'il est très utilisé en anesthésiologie dentaire, et on commence notamment aux États-Unis à avoir des problématiques alors, de détournement d'usage par le personnel dentaire, hein, de détournement d'usage pour de la soumission chimique des patients qui sont soumis au protoxyde d'azote. Voilà. Et donc, on a déjà, au début des années 80, un doute sur le potentiel d'abus de ce produit. Et par ailleurs, on sait aussi qu'il a plein de propriétés. L'analoxone, qui est un antagoniste opioïde, permet d'inhiber ses effets, donc il agit sur la douleur par une action sur le système opioïde. Voilà, donc c'est un produit extrêmement intéressant sur le plan médical, mais dont on sait qu'il va poser quelques problèmes, et notamment en milieu professionnel médical, on a quelques doutes sur la manipulation du protoxyde d'azote. Et par exemple, dans
le secteur professionnel, on recommande que les femmes en âge de procréer qui doivent travailler dans les blocs d'anesthésie ne soient pas exposées en milieu confiné au protoxyde d'azote en raison de la suspicion d'effets tératogènes de l'usage de ce produit. Donc le temps passe hein, avec enfin, des évolutions, notamment avec un usage récréatif qui est répandu. Donc en France, on le revoit apparaître de façon assez marquée dans les années 2000, à partir de 2010, et notamment dans les populations estudiantines à visée récréative hein, pour les fêtes. Et puis en 2018-2019, on a les premiers cas qui remontent à l'addictovigilance dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc le protoxyde d'azote, c'est un produit psychoactif connu depuis très longtemps. Vous avez ici cette représentation graphique de l'ensemble des médicaments ou des substances plutôt psychoactives avec des oppositions dépresseurs stimulants, antipsychotiques ou hallucinogènes. Et donc on va retrouver le protoxyde d'azote qui est ici dans les produits dissociatifs, analgésiques, hein, qui voilà, donc c'est clairement une substance psychoactive dont on connaît les effets psychoactifs et le potentiel d'abus depuis plusieurs décennies, voire même depuis le 19e siècle. Alors, comme ça a beaucoup été utilisé dans le champ médical, hein, dès les Mhm. années 2010, on commence à se demander s'il faut continuer à utiliser le protoxyde d'azote en anesthésie. Et ça, pour plein de raisons, hein. Donc, je vous ai mis ici des articles un petit peu anciens, donc qui vraiment interrogent. On a des questions, puisqu'on connaît, on sait que le protoxyde d'azote, il va empêcher l'action de la vitamine B12 en empêchant une enzyme qui va transformer la méthionine en homocystéine. Et donc, ça va faire un blocage et donc il va y avoir une accumulation d'homocystéine et puis il y aura aussi une inhibition de la synthèse des folates. Ça, la synthèse des folates, c'est un élément vraiment majeur puisque c'est ce qui va permettre la synthèse des acides aminés pour la constitution du patrimoine de l'ADN et de l'ARN. Et donc, on sait que dès ces années-là, hein, que l'accumulation d'homocystéine va avoir des effets neurologiques, des effets sur le risque de thrombose, des effets cognitifs. Et on sait aussi que le fait d'avoir une inhibition de la synthèse des folates, ça va entraîner tout un tas de complications avec des anémies mégalocytaires, de la neurotoxicité, de la tératogénicité. Donc tout un tas d'inconvénients qui interrogent sur la nécessité de poursuivre l'usage de ce protoxyde d'azote en anesthésie, compte tenu des autres anesthésiques. Et vous avez ici un cas de carence en vitamine B12 qui est publié en 2014 dans un cadre d'une sclérose combinée de la moelle par toxicité du protoxyde d'azote, mais dans un champ qui n'était pas ce que l'on connaît actuellement, c'est-à-dire avec le gaz médical. Alors, les effets aigus, ben, ils s'expliquent par toutes les propriétés pharmacodynamiques du protoxyde d'azote. Donc, le protoxyde d'azote, quand il est utilisé en aigu, il va entraîner une euphorie. Et cette euphorie, c'est le témoin d'une activation du circuit de la récompense et de renforcement positif qui est due à une activation de certaines transmissions de neuromédiateurs dans notre cerveau. Il entraîne une perte de coordination, une augmentation du temps de réaction, des vertiges, de la confusion mentale. Et donc, l'euphorie, elle dure quelques minutes. La confusion mentale, les altérations des fonctions psychomotrices, c'est quelque chose qui va durer jusqu'à 1 heure. Et d'ailleurs, toutes les études dans l'anesthésie ont été faites pour recommander, lorsqu'on fait des chirurgies ambulatoires, par exemple avec du protoxyde d'azote, que les personnes ne repartent pas avant au moins 1 heure après la fin de l'effet du produit. Les effets chroniques, eh bien, ceux-là, enfin, on les a un petit peu oubliés peut-être, ou en tout cas, ils reviennent aujourd'hui en raison de l'usage massif de protoxyde d'azote en grande quantité. Donc, il y a tout le cortège des effets neurologiques, donc avec les myéloneuropathies, c'est-à-dire une atteinte de la moelle épinière avec une destruction de la myéline, pour faire simple. Mais donc, c'est des sujets qui vont se retrouver dans des tableaux de paraplégie, hein, des personnes qui vont être en fauteuil roulant, qui vont avoir une incontinence urinaire et
et rectale. Voilà. Et donc, avec aucun antécédent particulier autre que cet usage, on a aussi des atteintes des nerfs périphériques. On a des effets psychiatriques. Alors, bien sûr, il y a le trouble de l'usage, hein, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de complications psychiatriques de type psychose. Et puis, il y a le cortège des atteintes thrombotiques, donc sur des thromboses veineuses profondes, des embolies pulmonaires ou des AVC, et puis l'anémie macrocytaire que l'on connaît depuis longtemps. Et le deuxième point qui revient à l'ordre du jour, parce qu'on a fait tout un tas de précautions dans le champ professionnel médical pour éviter que les jeunes femmes soient exposées au protoxyde d'azote dans leur exercice professionnel, mais là, avec les consommations massives chez les très jeunes filles, on a quelques cas sporadiques de malformations majeures qui ont été observées. Alors c'est très compliqué, hein, parce qu'après, quand on est dans un trouble de l'usage du protoxyde d'azote, il n'y a forcément pas que ça, et je pense que ça sera évoqué tout à l'heure par Cécile. Donc, si on revient à la dictovigilance du protoxyde d'azote, donc ce que est remonté au niveau des autorités sanitaires pour prendre en compte ce phénomène. Donc, le premier rapport d'addictovigilance, il a été fait en 2016 parce qu'on surveillait le protoxyde d'azote pur médical. Et en fait, on s'est rendu compte que les cas qui remontaient correspondaient à du protoxyde d'azote pur non médical, donc le détournement d'usage des cartouches de Chantilly. Et donc, en 2018, avec l'augmentation du nombre des cas et les premiers cas d'atteinte neurologique, on fait le bulletin que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on identifie dans les Hauts-de-France un cluster avec vraiment beaucoup de cas et une population assez homogène. Voilà, donc plusieurs choses interviennent. Donc 2020, un communiqué de presse de l'ANSM et de l'ANSES sur l'évolution du nombre de complications liées à l'usage détourné du protoxyde d'azote et une première loi en 2021 qui interdit la vente aux mineurs. Et puis, bon, ben, on continue. Donc là, je vais pas, vous voyez vous-même, hein, d'autres publications qui montrent que ça augmente toujours. Et en fin d'année 2025, avec la Société française de médecine vasculaire, on a publié aussi un communiqué pour sensibiliser au fait qu'il n'y a pas que les neuropathies et les atteintes de la moelle, il y a aussi des thromboses qui sont souvent pas bien identifiées comme étant en lien avec le protoxyde d'azote. Voilà. Et puis, les projets de loi qui sont en cours, on pourra l'évoquer peut-être dans la discussion avec le projet de loi Riposte étudié en 2026. Donc, ça, je n'ai pas besoin de faire des commentaires. Donc, ça, c'est l'évolution du nombre de notifications en addictovigilance des complications liées à l'usage du protoxyde d'azote non médical. C'est une problématique qui est pratiquement universelle, hein. Le premier cas de sclérose combinée de la moelle dans les années 2016, c'est une série de cas chinois, hein, donc ça fait vraiment, ça occupe le monde entier. Donc au niveau européen, il y a eu un rapport spécifique de l'EDA en 2022 sur l'usage récréatif du protoxyde d'azote et la, la la présentation de tous les contenants qui sont de plus en plus gros. Et puis dans les publications scientifiques, on voit qu'il y a une très forte augmentation, hein. Premier cas décrit d'abus de protoxyde d'azote en 1872, qu'on retrouve dans la littérature internationale, et l'évolution là, dans les dernières années, depuis 2020, qui est pratiquement exponentielle. Alors, est-ce que c'est vraiment un gaz hilarant, hein? Donc ça, c'est un petit peu la problématique dont je pense que nous allons évoquer. Donc, j'ai déjà dit, hein, qu'historiquement, ça a d'abord été utilisé comme dans les salons aristocratiques pour décoincer les dames de bonne famille, mais aussi sur les foires. Et là, je vous ai mis aussi une petite plaquette d'un dessin animé diffusé sur France Télévisions en 2016 sur une série de dessins animés sur les Dalton. Et donc, il y a un épisode fameux dans lequel, avec l'aubaine de l'arrivée d'un dentiste dans la prison, les Dalton se procurent le protoxyde d'azote pour essayer de s'évader. Bon, ils rient tellement qu'ils se cassent les côtes, ils n'y arrivent pas. Donc, c'est vraiment très rigolo, le protoxyde d'azote. Voilà. Donc, en 2021, l'interdiction des ventes des ventes de cartouches pour la chantilly en grande quantité. Donc, c'est ce qu'on voyait, à peu près 7 à 8 grammes de protoxyde d'azote
dans les cartouches. Aujourd'hui, les contenants sont plus grands, on arrive à presque 2 kilos, hein, donc ça fait à peu près 500 cartouches. Et les voies d'approvisionnement, c'est plein d'accès totalement dématérialisés avec des livraisons à domicile qui permettent une diffusion tout à fait non contrôlable. Alors, on l'évoquera certainement après, mais juste un petit mot. En parallèle, désormais, de la diffusion du protoxyde d'azote, on a aussi une grande attraction sur la vitamine B12 qui parfois se retrouve en rupture de stock en pharmacie. Donc la vitamine B12, elle est absolument indispensable puisqu'en fait, hein, le mécanisme d'action, un des mécanismes d'action du protoxyde d'azote, c'est de bloquer son action pour la transformation pour l'oxydation. Et donc, on sait que la plupart des sujets qui ont une consommation chronique vont avoir un déficit fonctionnel en vitamine B12 et donc on va supplémenter pour empêcher enfin pour améliorer euh, l'évolution des atteintes neurologiques. Mais voilà, il circule que ça permettrait d'avoir un effet prophylactique, préventif. Et en fait, même sous vitamine B12, si on continue la consommation de produits, ben, les troubles vont persister, ils vont revenir souvent de façon plus sévère. Et la supplémentation en vitamine B12 n'empêche pas les effets psychiatriques ou thrombotiques. Je ne vais pas m'appuyer là-dessus parce que ça sera dit déjà, hein, mais on est quand même avec une évolution de la consommation qui est très importante. Donc, dans l'étude eShare, donc je n'évoquerai pas les données de l'OFDT puisque Jennifer les évoquera tout à l'heure, mais dans l'étude eShare, qui est une cohorte dynamique d'étudiants de l'Université de Bordeaux, dans l'enquête de 2017, 24% des étudiants de 21 ans, d'âge moyen, avaient expérimenté déjà le protoxyde d'azote. Donc, c'était vraiment très, très en vogue dans le milieu estudiantin. Et je passe là-dessus parce que ça sera évoqué. On voit aussi qu'il y a un trafic énorme. Donc là, j'ai fait quelques petites captures d'actualité avec des saisies massives. Et les dernières conséquences qu'on pourra évoquer aussi, c'est qu'on retrouve le protoxyde d'azote de façon de plus en plus importante dans l'accidentologie routière, notamment parce que les effets persistent au-delà de l'effet euphorisant et qu'il y a des atteintes psychomotrices très importantes. Il y a la problématique de la gestion des effets, des déchets, avec les bonbonnes qui explosent. C'est le troisième gaz à effet de serre le plus important après le dioxyde d'azote. Et son pouvoir de réchauffement global, donc on y pense bien aujourd'hui où il fait très chaud, est 300 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. Et donc déjà dans les accords de Kyoto et de Paris, il y avait un engagement à réduire sa production, mais il est encore largement utilisé dans l'industrie, donc pharmaceutique pour l'usage médical, mais alimentaire, agroalimentaire pour fabriquer des engrais, l'industrie automobile, etc. Donc, en conclusion, donc le protoxyde d'azote, c'est une consommation qui a profondément changé, même si c'est un vieux produit, avec une consommation massive, quotidienne, répétée. Et des contenants qu'on voit aujourd'hui n'ont plus rien à voir. On sait plus que les sujets ne savent plus ce qu'ils consomment. Et c'est un développement d'un trafic international très, très, très lucratif, avec une perception chez les usagers qui est que c'est une substance non dangereuse et qui n'est pas détectable dans le sang, qui n'est pas repérable par l'entourage, qui est donc très facile d'accès. Et donc, la prévention est extrêmement importante pour sensibiliser les usagers à ces problématiques. Merci pour votre attention. Merci Maris pour ce respect du timing, c'est parfait. Nous allons laisser la parole du coup à Maya Salamé, qui est chargée de projet au CODES 30, qui va nous expliquer la présentation du protoxymètre. Bonjour à toutes et tous. Je suis Maya Salamé, chargée de projet au sein de l'association CODES 30. Et je suis là aujourd'hui pour vous présenter un outil de prévention sur le protoxyde d'azote que nous avons co-construit avec un groupe de jeunes qui s'appelle le protoxymètre. Vous allez comprendre juste après pourquoi on l'a appelé comme ça. Alors, tout d'abord, pour vous présenter le CODES 30, donc le Comité départemental d'éducation pour la santé du Gard. Donc, nous sommes une association qui œuvrons en promotion de la santé, en éducation pour la santé,
Donc, on intervient sur différentes thématiques de santé en prévention. Donc, c'est très, très large, hein. On peut intervenir, par exemple, sur l'activité physique, le sommeil, l'alimentation et également les conduites addictives. Et nous intervenons également auprès de différents types de publics. Donc, ça peut aller de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées et également auprès de professionnels. Voilà. Donc, nous avons trois pôles, le pôle projet, le pôle formation et également le pôle documentaire. Donc, nous mettons à disposition des professionnels des outils pédagogiques sur différentes thématiques de santé et également de la documentation, donc notamment l'outil du protoxymètre. Voilà, donc l'outil du protoxymètre, il est né d'un projet qui s'appelle Jeunes Fêtes et Addiction, gardons le cap sur la prévention. Donc un projet financé par la préfecture du Gard et la sécurité routière, où l'idée c'est d'accompagner les organisateurs de fêtes dans la mise en place d'espaces de prévention lors des fêtes. Donc dans le Gard, on a pas mal de fêtes, notamment les fêtes votives, les férias, etc. Et donc, nous accompagnons les communes qui mettent en place des fêtes, mais également des jeunes qui voudraient mettre en place des actions de prévention. Et donc, de ce projet-là découle un groupe de travail avec différents acteurs du territoire qui interviennent en milieu festif. Donc, par exemple, le CARUD, de la prévention spécialisée, etc. Et l'idée, c'est de réfléchir autour des besoins des communes et des partenaires en termes de prévention des risques sur le milieu festif. Et donc, nous avons réfléchi par rapport à voilà, l'accroissement de la consommation de protoxyde d'azote, pas mal de bonbonnes aussi retrouvées dans les rues, etc. Donc, nous nous sommes dit que ce serait intéressant de créer un outil de prévention sur le protoxyde d'azote, mais avec la particularité de le faire par et pour les jeunes. Donc, au cours de l'année 2025, donc le support a été créé, co-construit avec un groupe de jeunes. Et donc, nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises avec des jeunes des associations Avenir Jeunesse et Avenir Santé pour élaborer cet outil-là. Ensuite, il a été validé par le comité de pilotage et le groupe de partenaires qui a suivi le projet. Donc, l'outil, le voici. Donc, je vais le prendre aussi avec moi. Donc, il s'appelle le protoxymètre car nous nous sommes inspirés d'un outil que vous connaissez peut-être qui s'appelle le violentomètre. Mais cette fois-ci en forme de bouteille, en fait, pour faire écho à la bonbonne de protoxyde d'azote et donc pour identifier le produit dont on parle. Et donc, nous avons trois catégories. La première approche avec le produit, vigilance à surveiller et danger demande de l'aide. Donc, nous n'avons pas de couleur verte hein, parce qu'il n'y a pas d'aspect positif là-dedans. Mais l'idée, c'est de suivre le cheminement d'une personne qui rencontre le produit et donc qui fait face à plusieurs risques. Les jeunes ont voulu choisir l'approche par le jeu, c'est-à-dire la personne qui va lire le lit directement avec le jeu. Donc, je vois des amis qui consomment, je suis curieux, j'ai envie d'essayer, j'ai des nausées, des troubles digestifs, j'ai des maux de tête. Voilà, donc cette approche pour que le lecteur se sente vraiment concerné par ce qu'il lit. Et donc, l'idée, c'est de décrire, de lister les risques qu'une personne encourt si elle consomme du protoxyde d'azote. Voilà. À l'arrière, nous avons un QR code qui oriente vers un document PDF qui propose des conseils de réduction des risques. Donc, le meilleur conseil, c'est de ne pas consommer, mais évidemment, l'idée, c'est aussi de réduire les risques. Donc, par exemple, si tu consommes, ne prends pas le volant, ou si tu consommes, fais-le assis pour éviter les risques de chute. Et cela oriente également vers des structures qui pourraient aider les personnes à réduire ou arrêter leur consommation, telles que l'Exapa ou les consultations jeunes consommateurs. Voilà pour l'outil. Donc, c'est une première ébauche, une première expérimentation qu'on a créée avec les jeunes. L'idée, c'est également de récolter un peu les avis, hein, à la fois des jeunes, des partenaires, pour peut-être l'actualiser. Donc,
voilà. Alors les jeunes, ils se sont impliqués de différentes manières sur cet outil-là. Donc il y a vraiment eu un questionnement autour du produit et de ses risques. Euh, les jeunes eux-mêmes en fait constataient la consommation autour d'eux, hein, dans leur entourage. Et donc il y a toute une recherche sur les dangers, les risques du produit et toute une réflexion aussi sur comment rendre l'outil impactant, comment toucher leur père. Et également, voilà, une réflexion autour du contenu, donc quel message, quels objectifs, quels freins aussi par rapport à la création de l'outil. Donc ça a été super intéressant et enrichissant de créer ça directement avec les jeunes. Alors par rapport à la diffusion de l'outil, donc l'outil il est diffusé de plusieurs manières. Donc tout d'abord via ce qu'on appelle le kit festif. Donc le kit festif, c'est du matériel de prévention que nous mettons à disposition des organisateurs de fêtes. Et donc dans ce kit, on inclut de la documentation et donc le fameux protoxymètre, donc qui est diffusable sur les stands de prévention lors des fêtes. On le diffuse également lors de stands de prévention à destination des jeunes et auprès de nos structures partenaires, donc les CARUD, l'EXAPA, la PJJ et voilà, d'autres structures qui seraient intéressées, hein, peuvent directement venir le chercher au CODES. Et enfin, pour les personnes qui ne pourraient pas venir le chercher directement, nous le mettons à disposition sur Internet, donc directement sur notre site Internet. Vous pouvez taper protoxymètre CODES 30 et vous pouvez trouver le flyer en format PDF qui est téléchargeable et que vous pouvez imprimer du coup directement. Voilà. Alors, pour accompagner la diffusion de l'outil, il nous a semblé nécessaire et pertinent de proposer des sessions de sensibilisation auprès des jeunes, hein, parce qu'il ne suffit pas de créer l'outil, mais voilà, comment accompagner les messages de prévention. Donc, pour prévenir et réduire les risques, mais également pour que les jeunes eux-mêmes puissent proposer des discours de prévention auprès d'autres jeunes. Donc, l'objectif de l'intervention était de permettre aux participants, donc, tout d'abord, d'exprimer leur représentation sur les addictions et sur les conduites à risque. Ensuite, améliorer leur connaissance sur les risques des drogues et notamment donc avec un focus sur le protoxyde d'azote. Identifier la posture et le discours de prévention. Donc là, on travaille beaucoup tout ce qui est compétences psychosociales des jeunes. Et enfin, quand on avait le temps, l'idée était aussi de co-construire, encore une fois, une animation de prévention via l'outil pour la proposer à d'autres jeunes. Et donc là, je vais prendre un exemple d'un groupe de jeunes que j'ai accompagné sur un stand de prévention auprès de 300 élèves collégiens et lycéens. Et donc, nous avons co-construit l'animation. Donc, après la sensibilisation, l'idée était de créer des questions qu'on pouvait poser aux jeunes qui venaient sur le stand via l'outil de la roue. Donc, vous pouvez voir sur la photo, il y a une petite roue. Donc, les jeunes venaient sur le stand, tournaient la roue, et donc là, les questions étaient posées, le débat était lancé, et ensuite des éléments de réponse pouvaient être apportés pour mettre en place de la prévention sur le produit. Donc ça a vraiment bien fonctionné. Les jeunes étaient ravis de pouvoir, à la fois les jeunes qui entendaient les messages de prévention par leur père, et à la fois les jeunes qui étaient dans une posture d'ambassadeur prévention, ambassadrice prévention, on les a appelés comme ça. Donc pour proposer cette animation-là, ça a amené pas mal de pouvoir d'agir chez eux. Ce qui était souligné, c'est le fait que ça pouvait amener à prendre la parole en public et donc amener à de la confiance en soi. Là, on peut les voir sur les verbatims, ça a vraiment bien fonctionné. Ils étaient partants pour refaire ce type d'intervention et l'idée, c'est vraiment de les faire travailler de la co-construction de l'outil jusqu'à l'animation dans la mesure du possible. Voilà, c'est ce qu'on préfère faire de manière générale. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, je vais arrêter. Merci.
Merci Maya. Oui, juste une petite précision. Donc, Promotion Santé Occitanie travaille en collaboration avec les CODES 30 ou 34 sur le déploiement des politiques publiques, notamment avec l'Agence régionale de santé et sur voilà, l'accompagnement dans la prévention et la promotion de la santé. Alors, nous allons accueillir maintenant plusieurs intervenants au niveau du réseau Protocide. Le réseau Protocide, c'est la plateforme et réseau pour l'orientation, le traitement et l'organisation des soins, des intoxications au protoxyde, diagnostic et éducation. Donc, nous allons pouvoir donner la parole pour commencer à Cécile Bossaer, qui est médecin et membre de Protocide au CHU de Lille. Et du coup, ses collègues suivront ensuite. Donc, Monsieur Metsu, si vous voulez rallumer votre caméra. Donc, David Metsu, maître de conférence universitaire, euh, praticien hospitalier au laboratoire biochimie toxicologie du CHU de Toulouse, ainsi que Léa Charrier, médecin praticien hospitalier au service addictologie de CHU de Toulouse, et Thomas Lano, maître de conférence universitaire praticien hospitalier au laboratoire de toxicologie au CHU de Toulouse. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur par rapport à tout ça. Je vous laisse, Cécile, démarrer. Effectivement, comme vous l'avez dit, je suis urgentiste, je travaille au CHU de Lille, chef de clinique, et puis je suis vice-présidente en charge du soin et du maillage territorial pour le réseau Protocide. Et donc, je vais essayer de vous présenter les missions que s'est donné le réseau Protocide et ses volontés pour la suite. Et puis, à la fin, je laisserai la parole à mes collègues du CHU de Toulouse, puisqu'on est en Occitanie, qui vont vous présenter un petit peu ce que le CHU de Toulouse entre dans le réseau Protocide en ce moment. Et donc, ils vont vous montrer un petit peu ce qu'on est en train de créer, ce qu'ils sont en train de créer sur le CHU de Toulouse. Le réseau Protocide, il part d'un constat. Donc, le réseau a été créé en 2019, il est sous forme d'association depuis 2023. Il part d'un constat, c'est que le reste de la littérature récente, plus de 20% des jeunes, donc les jeunes c'est les 16-25 ans, donc plus de 20% de ces jeunes-là en Europe considèrent avoir consommé au moins une fois dans leur vie du proto. Il y a aussi une étude, un sondage Ipsos pour Vinci Autoroute qui nous dit qu'un jeune sur 10 estime être déjà monté dans une voiture conduite par quelqu'un qui était sous l'emprise du protoxyde d'azote. Donc c'est un chiffre qui est en constante augmentation, ça a été dit en début de matinale, avec des quantités consommées qui sont de plus en plus importantes. Donc voilà, des contenants qui sont très importants, qui sont faciles à se procurer sur Internet, qui sont attirants, le goût, les couleurs. Et puis on a découvert lors du congrès du mois de mars qu'on avait organisé à Lille, ce modèle-là, tout récent, le XXXL, c'est énorme, hein, c'est à peu près la taille d'un extincteur. Je suis incapable de vous dire ce qu'il y a là-dedans, mais en tout cas, ça nous a vraiment alarmé quand on a vu ça. C'est le Veolia, la société qui s'occupe du nettoyage en fait de la ville du recyclage qui nous a ramené ça. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les jeunes donc consomment de manière de plus en plus importante avec, en parallèle de ça, une augmentation symétrique des complications qu'on rencontre à l'hôpital, aux urgences et en ville. Et donc, il a fallu proposer une réponse coordonnée, multidisciplinaire à cette problématique. Et c'est là où le réseau Protocide, qui est reconnu association d'intérêt général désormais, intervient et a voulu créer ça sous la forme de tracks. L'axe soin, un axe de prévention, un axe de recherche et un axe d'influence qu'on va balayer rapidement. L'axe de soins et de maillage territorial, c'est celui qui me concerne. L'objectif de cet axe de prise en charge du réseau Protocide, c'est de créer un réseau, en fait. C'est de créer des filières de soins multidisciplinaires qui mélangent urgentistes, neurologues, addictologues, toxicologues, biologistes, psychiatres, médecins vasculaires, tout ce que vous voulez, dans des centres de compétences. Alors, les centres de compétences, ça, c'est la carte qui est actuellement sur le site de Protocide. Elle est en cours de mise à jour parce qu'elle est pas à jour.
Mais il en existe à peu près une dizaine en France métropolitaine pour le moment. Il y a plusieurs centres qui sont en cours de création, dont le CHU de Toulouse, on va en parler. Et depuis peu, le premier centre hors de France, à Liège, en Belgique. Donc le but, c'est d'avoir un centre de compétences qui propose toute l'éventail de soins multidisciplinaires aux patients, qui permettent d'accueillir ces patients et de les voir en consultation. L'objectif aussi de ces centres de compétences, c'est qu'ils puissent diffuser auprès des centres peut-être un peu plus petits qui sont autour de manière à pas récupérer tous les patients. Ça, c'est pour l'axe soins. J'arrive maintenant sur la partie prévention, sensibilisation. Alors, on essaye de travailler auprès du grand public avec des goodies, avec un peu de présence médiatique et puis des animations d'ateliers. Par exemple, il y a pas longtemps, il y a eu un atelier qui a été fait dans une école de journalisme. Des stands de prévention aussi. On était par exemple sur l'île Ardelot, la course de vélo, il y a 3 semaines, je crois. Pour faire voilà, proposer un stand de prévention autour du proto. Des flyers, vous voyez, des présentations dans des amphis, etc. Des petits goodies comme ça c'est une souris d'ordinateur qui marche plutôt bien. Et puis plusieurs projets collaboratifs qui sont en cours. Ici sur la gauche, vous avez un projet qui a été monté en collaboration avec un lycée. C'est un lycée lillois dans lequel il y a une classe, enfin plusieurs classes de BTS communication qu'on a sollicité pour nous aider à créer des visuels qui soient impactants pour les jeunes, pour le jeune public, parce que finalement nous on connaît pas, on est médecin pour la majorité d'entre nous et savoir ce qui permet d'accéder aux jeunes, c'est pas notre métier. Et donc, ils nous ont aidés avec l'idée de partir sur l'univers du jeu vidéo. Donc ça, c'est des prototypes, hein, vous voyez, où on a fait des petits flyers comme ça sous la forme de plaquettes de jeux vidéo. Il y a aussi un jeu en réalité virtuelle qui est sous forme prototypique qu'on peut essayer dans nos locaux là depuis peu. Et puis, ils nous ont aidés à créer un support pédagogique qui nous permettra d'ici normalement l'année scolaire prochaine, de passer dans les différents établissements de l'académie. On va faire le test avec la classe de première à STMG du même lycée. C'est un lycée devant lequel il y a il y a un grand parking, il y a beaucoup de consommation de protoxyde d'azote. Donc ils sont vraiment proches de la problématique et donc ce sera très intéressant de tester ce support pédagogique sous la forme d'une intervention auprès des lycéens. Il y a aussi un autre projet qui est en cours, qui est la création d'une BD avec Novigraph, qui est donc c'est deux BDastes qui nous aident à créer ça. Une BD qui sera disponible pour les collectivités et qui a pour objectif, encore une fois, de présenter les problématiques liées au proto. Et puis un autre projet, alors ça c'est grâce à des mécènes, hein, on va en parler après. Un autre projet qui s'est fait avec l'influenceur, le youtubeur plutôt Tanguy Leroux, qui est un biologiste qui fait des vidéos sur la santé. Je vous la montre rapidement, peut-être pas en entier, mais il a fait aussi une vidéo sur le proto, sur les complications liées au proto, sous la forme aussi d'un jeu vidéo. Alors, je vous montre rapidement. Eh mec, tu veux du proto? C'est de la frappe. Eh mec, tu veux du proto? Eh mec, tu veux du... Eh mec, tu veux du proto? Tu veux du proto? C'est de la frappe. Hey petit, tu veux tester un truc de vrai bonhomme? On va s'arrêter là, mais ça dure 1 minute et demie, mais elle est vraiment pas mal faite cette vidéo et elle permet, enfin je pense en tout cas vraiment d'accrocher le jeune public.
on l'a dit, c'est plutôt les jeunes qui consomment. Faut savoir que les industriels du proto sont extrêmement agressifs sur le plan marketing et dû porter plainte contre des gens qui ont répondu à cette vidéo en disant que non, c'était faux, il n'y avait pas de problème de complications liées au proto. On a vu des affiches où c'était écrit qu'il n'y avait pas de problème pour conduire sous proto. Enfin voilà, ils sont extrêmement agressifs. On a parlé de la vitamine B12 tout à l'heure lors de la première intervention. Effectivement, c'est aussi les industriels du proto qui, sur les réseaux, grâce à des influenceurs santé, et je mets des très très gros guillemets à ce mot influenceur santé, qui disent allez choper la vitamine B12 en pharmacie, consommez-en et ça va vous permettre d'éviter toute complication, ce qui est complètement faux. Bien évidemment, il n'y a que le sevrage qui est vraiment qui permettent d'espérer une récupération. Voilà. Donc nous, il faut qu'on soit aussi agressif qu'eux, voire plus. Et ce qu'il faut, c'est aller sur le terrain du jeune public. Et le terrain du jeune public, c'est les réseaux sociaux, c'est TikTok, c'est Instagram, c'est YouTube. Et donc on essaye de faire ça avec ces différents petits projets. Ça se fait grâce à différents partenariats et mécénats. La Fondation Vinci Autoroute qui a participé notamment au sondage Ipsos et qui est mécène de l'association pour différents projets, notamment par exemple le webinaire sur les assises de la sécurité routière qui ont lieu en fin d'année. La Fondation Renault qui est aussi notre mécène et qui participe à la fabrication de la BD. Et la Misamash qui nous héberge et qui a participé aussi, qui a donné des fonds pour la vidéo de Tanguy Leroux. Le troisième axe de Protocide, c'est la recherche et le conseil scientifique, puisque bien évidemment, il n'est pas possible d'avancer sur ce sujet sans recherche. On l'a dit, on ne connaît pas encore tout. Il faut trouver des biomarqueurs, il faut trouver des traitements, il faut trouver des signes cliniques, il y a plein de choses à faire. Et donc, on essaye de créer tout un réseau de laboratoires sur le plan national au moyen d'un conseil scientifique que je vous ai mis en dessous, qui est présidé par le Dr Anne Baptiste, de la dictovigilance, et qui essaye de déposer des appels à projets différents. Il y a un ANR qui a été obtenu fin 2025, un dossier IRES.FEDER qui sont en cours. Le but aussi, c'est de rédiger différents papiers. Il y en a qui sont déjà sortis, d'autres qui vont sortir, et des recommandations. Je vous ai mis à droite les recommandations européennes sur la prise en charge des patients intoxiqués au protoxyde d'azote qui ont été coécrites par un groupe de travail de l'EFLM, donc c'est la Fédération européenne des laboratoires de médecine, et dont la version française est en cours d'écriture avec, pareil, un groupe de travail de multiples sociétés savantes. C'était le cas pour les recos européennes, ce sera pareil pour les recommandations françaises. Il y a de la médecine d'urgence, de la biologie, de la médecine vasculaire, enfin plein de sociétés savantes qui sont impliquées dans ce projet. Il y a aussi l'encadrement de plusieurs thèses et puis d'exercices et de sciences et différents projets en cours, notamment la filière thrombose qui essaye de se monter via des membres de la SFTH comme Maxime Delru qui voudrait créer une filière nationale des thromboses liées au proto. C'est aussi des partenariats scientifiques, Protocide, avec plein de sociétés savantes. Je les ai pas toutes mises, mais il y en a un certain nombre. Le but, c'est encore une fois d'être multidisciplinaire, puisque le proto, on l'a dit en début d'intervention, par la première intervenante, c'est une drogue, une substance qui a des complications très multiples, finalement. On a vu la neuro, la psychiatrie, le vasculaire, la dictologie, puisque j'ai vu passer une question, considère maintenant qu'il y a un vrai mécanisme addictif dans cette substance avec des phénomènes de tolérance et donc et de difficulté au sevrage. Et donc, il faut une prise en charge multidisciplinaire et donc il faut que la recherche et que la science se fasse de manière multidisciplinaire avec plein de sociétés savantes. Ça permet de se rencontrer. On l'a fait notamment grâce au premier congrès européen sur la thématique qui a eu lieu au mois de mars 2026. Et je vous l'annonce d'emblée, l'édition numéro 2, normalement, aura lieu en Occitanie fin 2027, si ça vous intéresse. Et enfin, le dernier axe qu'on essaie de développer, c'est tout ce qui est influence et juridique, parce qu'il y a eu donc des présentations à l'international. On est présent aux côtés de certains élus, notamment le ministère de l'Intérieur et bientôt le ministère de la Santé. Et puis, il existe différents groupes de travail internationaux que j'ai pu vous citer déjà tout à l'heure. J'ai mis quelques sociétés savantes, encore une fois multidisciplinaires, européennes, qui nous soutiennent.
Il y a plein d'autres partenaires, vous voyez, hein, des labos, des fondations. Je passe, mais en tout cas, un grand merci à eux, parce que sans eux, on pourrait pas faire grand-chose, ça c'est certain. Et on a plein de projets en tête, hein. Je vous ai mis quelques photos. Ça, c'est le conseil d'administration de Protocide et son président Guillaume Grich. Ça, c'est une photo des bénévoles et de l'équipe qui a permis la fabrication et la bonne tenue du congrès de Nox Forum 2026. Et des projets, il y en a plein d'autres. Et toute idée est bonne à prendre. Donc, si bien sûr vous avez des idées, des envies, n'hésitez pas à nous rejoindre. On essaie de créer des centres de compétences un peu partout. Et c'est là où je vais passer la main à mes collègues du CHU de Toulouse, puisque eux sont en train de créer cette filière de soins au CHU de Toulouse, et ils vont vous expliquer rapidement de manière vraiment pratico-pratique, ce qu'ils sont en train de faire en local à Toulouse. Je vous remercie. Oui, bonjour Cécile, merci de me passer la main. Bonjour à tous. Voilà, c'est très rapidement la création du réseau, enfin la participation à Protoside au niveau toulousain et au CHU. Donc là, moi je suis David Metsu, je suis en biochimie nutrition, je suis avec Thomas Lano et Léa Charrier, on va se présenter. Bonjour. Donc l'objectif, c'est de créer un réseau avec, comme l'a présenté Cécile, en pluridisciplinarité pour participer au diagnostic et au suivi. Donc nous, au niveau de la biochimie, nutrition, et avec Anne Galigné, on travaille sur les paramètres de biochimie qui permettent de faire le diagnostic, comme l'homocystéine et l'acide méthylmalonique. Après, il y a le côté toxicologie. Voilà, on travaille effectivement en collaboration avec nos collègues de biochimie sur ces aspects-là. Et donc, moi, comme disait David, je suis Thomas Lano, je suis praticien hospitalier au laboratoire de toxique. Voilà, et après, il y a le côté addictologie avec... Voilà, donc moi, je suis Léa Charrier, médecin généraliste addictologue. Et donc, avec une collègue qui n'est pas présente, Virginie Morette, infirmière, on est un peu les deux un peu à s'intéresser au protoxyde d'azote. Pour l'instant, enfin, j'en parlerai peut-être un peu plus précisément après de ce qu'on essaye de monter un peu avec l'équipe d'Addicto. Voilà, et donc nous avons commencé cette année en 2026. Alors, ils sont pas avec nous, mais on a pris contact aussi avec les urgentistes et le centre antipoison pour qu'ils participent au réseau. Et on aura d'autres professionnels de santé, enfin de spécialités qui pourront nous rejoindre éventuellement sur ce réseau au niveau local. On est vraiment en construction, c'est le début, mais on espère pouvoir participer à plein sur la prise en charge de ces intoxications. Oui, c'était juste pour faire un peu un état des lieux en addicto, là, comment ça se passe ces derniers temps. Donc, en fait, là, les patients que nous, on voit, les patients-patientes en liaison, donc c'est-à-dire vraiment dans le CHU, c'est plutôt des personnes qui sont déjà avec des complications assez importantes, qui ne sont pas dans du soin, dans du suivi addicto. Et donc, on a été quand même pas mal en lien avec nos collègues neurologues qui sont un peu démunis parce que, en fait, ils arrivent dans des états assez dégradés. Et en fait, nous, dans les filières de consultation, c'est vrai que ce n'est pas des personnes qu'on a dans nos patients-patientes. Et en discutant un peu avec nos partenaires plutôt en ville, donc par exemple la CJC de Clémenceau, le point d'accueil Écoute Jeune, la Consultado à Revel, voilà, ils ont aussi un peu de mal à avoir en consultation ces personnes. Donc c'est vrai qu'on a essayé de réfléchir à comment les toucher, les amener vers le soin. Donc il y a plusieurs idées, notamment créer une consultation avancée. Et on est au CHU aussi en train de développer une filière de consultation mineure et mineure, en disant que ça va peut-être un petit peu, en tout cas, ouvrir le soin pour cette population. Et en parallèle, on est en train aussi de faire des formations, donc comme on a fait avec la plateforme prévention de Clémence Isor, mais aussi auprès d'associations, notamment d'EDU qui travaillent auprès des travailleurs et travailleuses du sexe, où on sait qu'il y a beaucoup de consommation de protoxyde d'azote. Essayer un petit peu d'amener de l'information sur qu'est-ce que le produit, qu'est-ce que l'addicto, et un petit peu d'essayer de travailler un peu sur le réseau et d'articuler au mieux la prise en charge. Voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. On va maintenant laisser la main à Jennifer Yeguicheyan du CREAI ORS qui va nous présenter le dispositif Trend, tendance récente et nouvelles drogues, pour mieux comprendre les contextes de consommation. Donc très rapidement, le CREAI ORS Occitanie, en fait, on est
pour le dire assez vite, un centre d'études et d'accompagnement sur les vulnérabilités au sens très très large. Donc on charrie des domaines qui vont du social au médico-social en passant aussi par le sanitaire. On est une équipe pluridisciplinaire, donc voilà, on peut se permettre d'avoir effectivement c'est un peu ces points de vue sur différents champs. Et donc on est aussi en collaboration avec vous sur notamment les bibliographies commentées comme vous l'avez présenté tout à l'heure. On a la chance de porter le dispositif Trend, c'est un peu avec cette casquette que je vous parle aujourd'hui. Le dispositif Trend, c'est un dispositif d'observation piloté par l'OFDT, donc l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, qui a mis en place au début des années 2000 un dispositif d'observation qualitatif du phénomène des drogues illicites, donc hors alcool et tabac, pour essayer d'aller voir un peu les angles morts des grandes enquêtes statistiques et notamment sur ces produits qui sont, vous le verrez pas parce que j'ai pas les diapos, mais elles ont été notamment présentées un peu par Maryse et je pourrais vous envoyer mon diaporama après, des consommations, quand on regarde au niveau des consommations nationales, extrêmement minoritaires, mais qui nous occupent fortement, et notamment le protoxyde d'azote, comme en témoigne le webinaire ce matin. Donc, beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je vais essayer vraiment de venir simplement en complément de ce qui a été dit. Pour ce qui est de l'Occitanie, donc ce dispositif TREN, en fait, observe le phénomène à partir des années, en gros, 2020, un peu après le Covid. Donc, on savait qu'il y avait quelques cas, notamment les soirées étudiantes, mais ça remontait pas vraiment dans le dispositif. À partir de 2019-2020, on commence à le voir, et en 2021, dans nos rapports Trend, effectivement, on atteste ce passage des petites cartouches aux grosses bonbonnes. Donc il y a eu pas mal d'images de ces fameuses bonbonnes et ces fameux tanks qui sont encore plus gros et qui, je crois, sont encore plus gros que ceux que j'avais en tête, que j'avais pu ramasser moi-même dans la rue pour faire des photos des différentes tailles. Ce que je peux peut-être ajouter par rapport à ce qui a été dit, effectivement, on parle des consommations des jeunes. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat, les intervenants y répondront également. Effectivement, on voit surtout, nous, d'après les retours qu'on a, donc c'est des structures partenaires qui sont aussi présentes, par exemple, autour de cet écran, c'est des consommations, effectivement, qui concernent des jeunes adultes, plutôt, mais pas seulement, il peut y avoir aussi d'autres complications, mais effectivement les filières notamment du CHU de Montpellier, c'est exactement les mêmes constats que ce qu'on dit l'équipe de Toulouse, c'est des jeunes adultes avec des complications très graves, et des gens qui n'étaient pas vus avant et qui d'ailleurs repartent très vite après avoir été pris en soin en urgence en fait. Donc ça c'est la même chose. Ce que je voulais peut-être rajouter, c'est que quand on dit les jeunes, ça veut pas dire grand-chose. Alors c'est très difficile de faire des enquêtes sur ces produits. Il y a toujours énormément de biais. Et j'en profite pour vous dire que notamment le dispositif Train en 2026, grâce à un financement de l'ARS Occitanie, va faire un focus sur le protoxyde d'azote. Donc vous pourrez suivre nos publications sur ce produit donc dès 2027. En essayant d'aller interroger un petit peu les plus jeunes, les jeunes, excusez-moi, et en ayant un peu ce réflexe de dire on va essayer de s'adresser à différentes populations de jeunes. Alors les jeunes scolarisés, mais aussi ceux qui peuvent être non scolarisés, qui peuvent avoir aussi des consommations de protoxyde d'azote. Je pense par exemple à ce qui nous revient dans les observations, notamment des guetteurs ou des revendeurs, des choufs, des fois on dit ça, des points de deal en fait, des points de deal de cannabis ou de cocaïne qui consomment aussi parfois du protoxyde d'azote pour tromper l'ennui, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, parce que c'est un travail extrêmement dur, solitaire, très très long, et des fois la consommation de protoxyde d'azote peut faire un peu passer le temps, créer de la convivialité, etc. On avait remarqué ça, et dans des contextes aussi de jeunes mineurs ou de jeunes adultes, dans des contextes aussi de prostitution, où les forces de l'ordre nous ont rapporté en fait qu'il y avait des consommations de protoxyde d'azote à cet endroit-là. Donc pour aussi supporter les conditions de vie extrêmement difficiles
qui peuvent arriver. Ce que je voulais peut-être ajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit ce matin, c'est que voilà, quand on pense protoxyde d'azote, en fait, il y a, c'est un peu cette confusion pas cette confusion, mais un peu cette idée de consommation un peu très banalisée, très récréative, entre guillemets, un peu chez tout le monde. Alors que bon, statistiquement, c'est quand même pas tout le monde, mais effectivement quelque chose d'assez banalisé. Et d'autres cas avec des états excessivement dégradés de consommation solitaire quotidienne et qui implique effectivement des complications chroniques extrêmement importantes. Donc on a vraiment ces deux champs en fait dans le protoxyde d'azote et c'est extrêmement difficile d'avoir des messages de prévention et d'agir aussi là-dessus parce que les populations sont très diverses et les motifs d'usage peuvent être aussi très divers. Voilà, il y avait une note de l'OFDT qui avait été faite en 2022 sur le protoxyde d'azote qui mettait là l'accent sur le fait que c'était utilisé surtout dans le cadre des sociabilités juvéniles, en polyconsommation avec de l'alcool ou du cannabis par exemple, que c'était là vu comme un produit de convivialité, donc vraiment sur cet aspect récréatif des usages. Que les consommateurs, contrairement à ce qu'on pouvait penser, avaient des réflexes de gestion, de stratégie de régulation ou de gestion des risques. Par exemple, comme ça a été dit, de consommer assis pour éviter les pertes d'équilibre. Ça, c'est des choses qui pouvaient déjà être retrouvées dans des entretiens dès les années 2020, en fait. Utiliser des crackers pour éviter les brûlures, parce qu'aussi les conséquences du protoxyde d'azote, c'est aussi quand on consomme le fait de se faire tomber le tank sur le pied ou de se brûler en fait avec le gaz. Ça aussi, c'est des blessures qu'on voit également. Ce que je voulais aussi rajouter, c'est que c'est un produit qui peut nous occuper aussi parce qu'il est extrêmement visible dans l'espace public. Les déchets sont extrêmement visibles. Marie avait déjà parlé de la gestion des déchets. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément aussi. J'avais relevé dans ma revue de presse, en fait, en septembre 2025, le président du syndicat national du traitement et de la valorisation des déchets urbains et assimilés expliquait qu'il y avait eu 110, sur les 110 incinérateurs en France qu'il supervisait, il y avait eu 250 explosions de bouteilles dans les incinérations et qui ont amené des arrêts de traitement des déchets. Donc aussi sur ce volet-là, c'est un vrai problème. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, c'est extrêmement visible. On avait les petites cartouches avant, maintenant on a les plus grosses bonbonnes, voire les encore plus grosses bonbonnes. Parce qu'aussi, en fait, les espaces de consommation, c'est dans l'espace public, parce que si on n'a pas d'espace à soi, en fait, dans une certaine tranche d'âge, on n'a pas d'espace à soi, donc on utilise les voitures, mais on utilise aussi l'espace public. Et entre guillemets, alors là, je voudrais pas paraître bizarre en vous disant ça, mais entre guillemets, c'est pas forcément une bonne idée de mettre sa bouteille dans la poubelle, parce que justement, en fait, on les voit pas et elles peuvent causer des pertes, des accidents plutôt dans les incinérateurs. Donc les agents d'entretien, enfin ceux qui ramassent les déchets, ramassent les bouteilles et les mettent à part. Mais les traitements, cette filière de traitement des déchets est vraiment encore embryonnaire. Et pour l'instant, on ne sait pas encore trop quoi en faire, même s'il y a des expérimentations, il y a des choses qui commencent à sortir, mais ça reste aussi un problème de ce côté-là. Donc voilà, tout ça pour vous dire aussi que la préoccupation est visible parce que tout le monde a croisé à un moment donné une cartouche par terre. Et pour finir enfin, vous parlez un peu, alors Maryse l'a déjà évoqué, mais peut-être pour vous redonner un peu la chronologie de l'offre, en fait, comment ça se vend et comment ça s'achète. Donc effectivement, c'était les petites cartouches jusqu'à la fin des années 2010, en gros. Ça change en 2017, vraiment avec la multiplication des points de vente. On trouve du protoxyde d'azote dans les commerces de proximité, dans les épiceries, dans les bars et les boîtes de nuit. Donc la loi de 2021, au-delà d'interdire la vente aux mineurs, interdit aussi la consommation dans ces espaces. Les bars et les boîtes de nuit, on n'a plus le droit de consommer du protoxyde d'azote. En 2019, on commence à voir apparaître ces sites spécialisés, Crime de Luxe et d'autres. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais bon, vous les voyez facilement sur les bonbonnes de toute façon. Et effectivement, depuis 2020, notamment avec le Covid, où la livraison à domicile sur le protoxyde, mais aussi sur bien d'autres produits, s'est largement développée. Eh bien, on a des réseaux plus ou moins structurés qui peuvent proposer cette offre en complément d'autres offres également.
Et Maryse aussi avait relevé cette fameuse saisie en fait de 7,2 tonnes dans un camion à Narbonne. Là, c'était en février de cette année, hein. Donc, ça suppose en fait qu'il y a quand même des réseaux plus ou moins structurés. Voilà, et je peux peut-être répondre directement à la question des déchets parce que c'était mon dernier point sur le recyclage, pardon. Effectivement, pour l'instant, on peut les amener dans les déchetteries, mais j'ai eu quelques entretiens. Pour l'instant, c'est quand même, on ne sait pas vraiment quoi en faire parce que si on veut vraiment les recycler, c'est 12 euros TTC par bouteille pour les collectivités. Donc, je vous laisse imaginer le coût que ça représente avec l'énorme, enfin, c'est vraiment extrêmement important le nombre de bouteilles qu'ils peuvent récupérer. Voilà, donc c'est aussi un souci par rapport à ça. J'ai l'impression que je vous ai parlé beaucoup de ça, mais écoutez, c'était pour venir en complément parce que voilà, de toutes les observations qu'on peut faire au niveau du dispositif, ça croise tout ce qui a été dit depuis ce matin. Voilà, merci beaucoup et je me tiens à votre disposition pour les questions. Merci Jennifer et merci pour avoir répondu en direct à la dernière question. C'est super. Merci pour toutes les interventions. On va passer sur la phase des questions, sachant que certains intervenants ont répondu entre-temps à d'autres questions, donc je vais pas revenir sur celle-ci, notamment sur le profil des consommateurs. Du coup, pour commencer, je voulais revenir sur la présentation de Maryse et j'avais une question pour vous. Est-ce que les effets présentés sont réversibles? Notamment les effets que vous avez présentés au tout début dans votre intervention. Est-ce que vous savez s'il y en a certains qui sont réversibles et si vous pouvez préciser sur ce point-là? Merci. La problématique avec la multitude d'effets du protoxyde d'azote, c'est que certains sont réversibles à court ou moyen terme si il n'y a plus de consommation, même si, par exemple, la récupération neurologique, elle peut être, si elle est récupérée, elle va s'étager sur plusieurs mois. Et d'autres, enfin voilà, je ne sais pas s'il est à connu cette patiente, mais on a eu une patiente qui a fait de multiples passages aux urgences avec chaque fois crescendo des complications de plus en plus sévères, hein, et qui est dans enfin voilà, pour arriver à un trouble psychiatrique de décompensation psychotique qui ne récupérera pas. Voilà. Donc la réversibilité, elle peut s'envisager s'il y a un arrêt définitif de la consommation, et c'est dans cette seule hypothèse que ça peut vraiment s'améliorer, voire régresser complètement. Ça va dépendre, alors, parce que là, enfin, il y a différents aspects avec le protoxyde d'azote, hein, mais ce qui est potentiellement le plus problématique et sur lequel il faut inventer la façon de les prendre en charge, c'est que le trouble de l'usage, il survient très vite. Parce que une fois, enfin même si on a un petit malaise parce que on s'était pas, c'est pas ça qui est la problématique aujourd'hui, hein, c'est les usages chroniques répétés dans le temps en grande quantité. Et ça, c'est une prise en charge addictologique adaptée, sauf que par rapport aux populations habituelles des troubles de l'usage, ça arrive très très vite, hein, dans les consommations individuelles et c'est pas des patients qui veulent entrer dans le soin parce qu'ils sont dans un déni total. Alors, c'est peut-être pas original pour un trouble de l'usage, mais là, en plus, il y a des effets cognitifs de cette substance qui facilitent pas leur accrochage. Et donc, un certain nombre des complications ne seront pas réversibles. Voilà. Et deuxième point quand même, parce que sur le profil des usagers, je crois qu'il y a une question que j'ai vue passer, mais je suis pas sûre qu'on y ait répondu. Enfin, contrairement à d'autres produits psychoactifs, les filles sont aussi consommatrices que les garçons. Et en tout cas, elles ont autant de complications que les garçons. Ce qui est quand même assez étonnant. Enfin, en tout cas, en addictovigilance, c'est tout à fait inhabituel. Voilà. Donc, c'est des jeunes filles et elles sont autant consommatrices. Et je crois que dans les dernières études, en classe, la proportion de filles ayant expérimenté est équivalente à celle des garçons, je crois. Parce que, il me semble. J'ai les chiffres, si vous voulez, sous les yeux.
Dans classe, en 2024, c'est 5,8% des lycéens qui ont expérimenté le protoxyde d'azote. Alors, ça peut être évidemment sous-évalué, mais en tout cas, c'est à peu près équivalent à d'autres produits psychoactifs illicites. Et les lycéennes sont à 6,3 et les lycéens à 5,2. Donc là, il n'y a pas d'écart significatif, effectivement. Et à 17 ans, dans l'enquête Escapade, l'expérimentation est pour l'ensemble, donc c'est des données 2022, de 2,3%. Les garçons, donc 2,8% et les filles 1,8 avec un sexe ratio d'1,54. Merci pour ces précisions. Autre question pour vous, Maryse. Quand vous dites qu'il y a beaucoup de cas de psychose, est-ce qu'il peut y avoir une précision sur la quantité? Et est-ce que le risque identifié avec le cannabis, est-ce que c'est comparable entre ces deux types de consommation concernant le risque de psychose? Alors, j'aurais des difficultés à répondre sur la deuxième question. Mais sur la première, alors je pense que le réseau Protocide permettra de mieux appréhender ça, peut-être s'il y a. Mais par exemple, en addictovigilance et sur les derniers rapports, la part des troubles psychiatriques de type psychose, c'est 15% des effets indésirables liés à l'abus de protoxyde d'azote, ce qui est très très conséquent. Alors peut-être sous-estimé, hein, mais en tout cas c'est assez important pour être signalé, parce que souvent voilà et je crois que ça a été dit par Cécile tout à l'heure, hein, il y a l'aspect addictif, il y a l'aspect des complications neurologiques qui on a l'impression qu'elles concernent presque tous les usagers. Les aspects thrombotiques qui sont moins fréquents, qui seraient peut-être plus fréquents chez les filles. Enfin, en tout cas, c'est une impression que je ne peux pas confirmer, mais j'avais l'impression de voir ça sur les cas d'addictovigilance, en tout cas. Mais les troubles psychiatriques, enfin, c'est moins mis en avant, alors que c'est probablement une complication et qui participe peut-être au fait que ces jeunes patients sont souvent des sorties contre avis médical, hein, parce que c'est difficile de les capter. Je me permets d'abonder dans le sens de Maryse, effectivement, les troubles psychiatriques, c'est comme les troubles cognitifs, on les connaît pas hyper bien. Ils sont probablement intriqués d'ailleurs, et c'est toujours compliqué de faire la part des choses entre est-ce que le protoxyde d'azote est un trigger qui fait déclencher une pathologie psychiatrique sous-jacente, ou est-ce que c'est la cause unilatérale. On en a eu un il n'y a pas longtemps. Et ouais, il y a des pathologies psy et des troubles cognitifs extrêmement sévères chez ces patients-là. Et pour revenir sur le sevrage, on a même vu des patients qui arrêtaient, et lorsqu'ils reprenaient, ils étaient encore plus graves qu'avant. Donc vraiment, ce sur quoi il faut le plus insister, je pense, c'est sur le sevrage. La vitamine B12, c'est faute de mieux, parce qu'on essaye de passer d'apporter des fortes doses pour essayer de passer le cycle de formation et éviter cette inactivation. Mais finalement, c'est faute de mieux, parce que la carence en valeur absolue, elle existe assez peu finalement. Et encore une fois, hein, là, on va parler de complications qui concernent des usagers répétitifs. La problématique étant qu'on ne sait pas combien, quand, combien de temps, il n'y a pas de seuil. Donc c'est assez compliqué. Il y a des patients, après ça reste du déclaratif, mais il y a des patients qui consomment beaucoup, qui ont moins de symptômes que d'autres qui en consomment plus, qui en consomment moins. Est-ce que c'est de l'épigénétique? Est-ce que c'est, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il n'y a pas de seuil, et probablement qu'il faut surtout ne jamais consommer, quoi. Et comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, on est sur des consommations. L'alcool, ça donne aussi des troubles cognitifs, des neuropathies, etc. Mais au bout de plusieurs années d'évolution, là, on est sur des jeunes, des gens très jeunes qui ont même pas 20 ans, qui se retrouvent avec des paralysies, etc., alors qu'ils consomment depuis quelques semaines, quelques mois. Donc c'est là où c'est très compliqué, parce qu'ils se retrouvent confrontés aux complications très vite. Et donc le déni est encore plus grand, surtout quand on a 18 ans. Je pense que c'est compliqué d'accepter. Et déjà, chez les patients toxicomanes, c'est compliqué d'enclencher un suivi, alors chez ceux-là, c'est encore plus compliqué. Parce
Parce que finalement, on a plus des reconsultations que de suivi. On a beaucoup de mal avec les suivis. Merci. Cécile, peut-être je vais rester avec vous concernant le réseau. Vous avez parlé du lycée à Lille. On avait une question sur quel lycée il s'agit, si vous pouvez Le lycée préciser Gaston quelque Berger. chose. Merci. Et autre question, est-ce que la pluridisciplinarité dans votre réseau comprend aussi des paramédicaux ou c'est plutôt principalement des soignants? Les paramédicaux, ils sont impliqués dans le sens où la plupart des gens qu'on inclut sont des patients qui consultent aux urgences. Donc forcément, les infirmières de tri et qui accueillent ces patients sont formés. Après, on a des paramédicaux qui ont souhaité se former et c'est hyper important aussi qu'elles le soient. Les infirmières scolaires, je pense à elles, qui sont très très importantes. Je pense ou à des IPA éventuellement, donc les infirmiers scolaires, les paramédicaux dans les centres qui accueillent des jeunes. Enfin, oui, effectivement, c'est pas quelque chose de très très développé, mais on est demandeur d'autres forces vives qui seraient prêtes à s'impliquer, bien sûr. C'est hyper important. Les infirmières de santé et prévention, les infirmières de santé au travail. Enfin, voilà, il y a, bien sûr. Merci. Et autre question, comment l'usage est détecté par les forces de sécurité routière? Il peut pas l'être. Vous avez sûrement entendu parler d'une société dont je ne citerai pas le nom, qui vend des détecteurs de proto dans l'air expiré. En fait, les preuves, je n'ai pas mis les tableaux là, enfin les graphiques dans le diapo, mais si vous regardez les articles qui ont été publiés en lien avec ce modèle, avec cette méthode, les écarts types sont énormes et donc la fiabilité est plus que douteuse. Probablement probablement que le passage alvéolaire est extrêmement rapide et que du coup il faudrait pouvoir doser quasiment dans les secondes qui suivent l'inhalation et ça c'est pas possible. Donc pour la police pour l'instant c'est compliqué. La détection sanguine il faudrait la faire dans les 20 minutes. Sinon elle se fait en post-mortem mais du coup on est sur des mécanismes qui sont différents, c'est du relargage lié à la décomposition. Enfin, il y a la fin de l'arrêt de la circulation sanguine. Mais pour l'instant, le dosage de la molécule dans le sang chez le vivant, on ne sait pas le faire, puisque de toute façon, il ne consulte pas dans les 20 minutes, ça c'est sûr. De toute façon, il y a le temps d'attente aux urgences. Voilà. Et le salivaire, ça marche pas non plus. Donc pour l'instant, il n'y a pas de méthode de détection sur le bord de la route. On aimerait bien en trouver une, mais pour l'instant, on ne sait pas le faire. On fait des dosages aux urgences qui servent de faisceau d'arguments. On dose des biomarqueurs qui ne sont pas spécifiques, qui servent de faisceau d'arguments, mais qui peuvent en aucun cas être utilisés sur le bord de la route. Donc pour l'instant, c'est de la présomption avec en gros les symptômes que pourrait présenter la personne qui est contrôlée et le fait de retrouver des contenants de proto dans le véhicule. Mais le dosage ne se fait pas. N'achetez pas non plus la méthode qui est proposée, elle fonctionne mal. Voilà. Ils ont gagné le concours Lépine. Le concours Lépine, ça n'a jamais été un concours scientifique. Merci beaucoup. Maya, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre, mais est-ce que vous connaissez des programmes pertinents de prévention primaire qui ont été mis en place en partenariat avec des mairies et notamment un travail sur les compétences psychosociales? Des programmes mis en place en partenariat avec les mairies sur les compétences psychosociales, c'est bien ça, la question? Oui, et autour du protoxyde d'azote, je pense. Alors, j'en connais pas particulièrement. Après, pour travailler du coup avec les communes du Gard, je sais que c'est une demande qui émane pas mal. Surtout que, donc je l'ai pas précisé, mais dans le cadre du projet que j'ai présenté juste avant, on forme aussi les communes à mettre en place des espaces de prévention, en tout cas les personnes qui vont tenir les stands. Et donc certaines fois, ce sont des élus et voilà les membres des comités des fêtes. Il y a pas mal de demandes en fait là-dessus, à la fois sur le protoxyde d'azote, mais aussi tout ce qui est les violences sexuelles. Enfin voilà. Donc je sais qu'il y a une demande. Après, en termes de programme, pour le moment, je n'en connais pas.
Merci. Effectivement, ça a été aussi une difficulté pour nous, pour cette matinale, de trouver des programmes qui ont été mis en place autour de ce sujet bien spécifique. En fait, il y a beaucoup de programmes autour des addictions en général, mais pas forcément sur le protoxyde d'azote. Merci pour ta réponse. Et je reste avec toi. Il y a une autre question qui était quels sont les indicateurs qui sont prévus pour évaluer le début d'impact dans le GAR de cet outil protoxymètre? Alors pour le coup, comme à l'origine, le protoxymètre, il est né d'un projet de prévention en milieu festif. Et donc, comme il est diffusé sur les stands de prévention lors des fêtes, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'indicateurs d'évaluation par rapport à cette diffusion-là. Par contre, on se concentre sur les retours qualitatifs des partenaires et des jeunes qui sont plutôt informels, même si du coup, on peut réfléchir effectivement à peut-être quelques indicateurs et comment en tout cas évaluer la diffusion de l'outil. Par contre, ce qu'on évalue, en tout cas avec les indicateurs d'évaluation, c'est surtout axé sur les sensibilisations qu'on propose aux jeunes. Et donc là, on les questionne si leurs représentations ont évolué et surtout dans quelle mesure ils ont pu les mettre en parallèle avec les risques qu'ils ont pu connaître. Parce que pour le coup, on se rend compte que, en tout cas, quand l'outil est diffusé auprès des jeunes, que pas mal de risques sont méconnus en fait, pour la plupart. Donc il y a vraiment cette connaissance des risques et aussi la transmission faite à d'autres jeunes qui est évaluée et qui est reconnue par les jeunes. Voilà. Merci. Et quel est l'accueil des jeunes par rapport à cet outil? Donc les jeunes plutôt bénéficiaires, pas les ambassadeurs, mais plutôt les jeunes bénéficiaires. J'ai pas compris, je suis désolée. Pardon, quel est l'accueil qui est par rapport à cet outil que les jeunes ont par rapport au protoxymètre lorsqu'on leur présente enfin, leur utilisation? Alors pour le coup, il attire pas mal le regard. En fait, c'est en ça aussi que on voulait créer l'outil avec cette forme et ce coloris, c'est que ça attire l'œil. Donc voilà, ça permet de lire, enfin de vraiment s'approcher de l'outil. Il est plutôt bien accepté, en tout cas, les jeunes ont un bon retour là-dessus. Et comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment ça permet de connaître des risques dont on ne se doute pas forcément aux premiers abords. Donc il est plutôt bien accueilli. Après, voilà, on réfléchit, comme je disais, à peut-être évaluer de manière plus conséquente la diffusion et donc les retours des jeunes, de manière un peu plus formelle, en fait. Merci. Et dernière question, par rapport aux jeunes ambassadeurs, tu as parlé de deux associations avec qui vous avez pu recruter ces jeunes ambassadeurs, mais au-delà de ça, comment vous faites le recrutement de ces pairs éducateurs? En fait, ça émane beaucoup du partenariat entre les structures. En fait, il y a pas mal de besoins qui nous sont évoqués. Et donc, on fait à partir de là. C'est-à-dire que, par exemple, le groupe de jeunes qui est intervenu avec moi sur un stand de prévention, donc c'est un lycée agricole qui faisait partie de l'organisation et qui a évoqué le fait que les jeunes seraient intéressés pour se former. Et donc, en fait, on fait le lien et on propose ce type de sensibilisation à des partenaires qui sont intéressés. Voilà. Et c'est vous qui formez ces jeunes-là sur l'utilisation du protoxymètre? C'est ça, c'est nous. Alors, on peut aussi faire appel à des partenaires hein, selon les besoins et les thématiques, mais autour de l'outil, c'est principalement nous, oui, le CODES. Merci. Il y a une question sur le prix du protoxyde. Je ne sais pas si quelqu'un peut y répondre. C'est assez abordable parce que je lisais un peu les questions. On demandait pourquoi les jeunes étaient attirés parce que c'est facile d'accès, c'est pas cher. Les bonbonnes, c'est une trentaine, les tanks, c'est une trentaine d'euros. Donc par rapport à des drogues plus dures, c'est nettement moins cher. C'est livrable. Alors en fait, je lisais aussi qu'il fallait interdire les sites internet. Le problème, c'est que dans ce cas-là, il faut une réglementation européenne qui n'existe pas. Donc vous prenez un site de vente en ligne très connu, vous mettez .be à la place de .fr par exemple, ou simplement un pays dans lequel c'est autorisé et vous pouvez vous faire livrer. Donc c'est assez facile. Le patient qu'on a eu la semaine dernière qui était complètement psychotique, il vivait chez sa mère, il se faisait livrer chez sa mère, quoi. Et en fait, ça a beaucoup explosé pendant le Covid
parce que justement, enfin, les consommations d'autres substances se sont déportées sur le proto parce qu'on pouvait se faire livrer en bas de chez soi, malgré le confinement. Et effectivement, alors, il y a aussi des adultes qui en consomment, mais c'est une consommation plutôt chez des jeunes, initialement festive. Enfin, majoritairement chez même des très jeunes, hein, il y a des gens de moins de 16 ans, mais la grande majorité, c'est le 16-25 ans. Initialement, c'est de la consommation festive qui devient progressivement quotidienne. Merci. Je ne sais pas à qui poser cette question, donc peut-être ceux qui pourraient y répondre. Avez-vous une idée des déterminants de santé liés à la consommation, au-delà de l'âge et du genre? Alors, peut-être que les gens qui font de l'addictovigilance répondront mieux que moi, mais moi, j'ai vaguement l'impression que il n'y a pas en tout cas en termes de classe sociale et classe professionnelle, il n'y a pas tellement de facteurs de risque entre guillemets. Je crois pas qu'il y en ait réellement, à part éventuellement d'autres troubles d'usage d'autres substances, comme dans tout trouble de l'usage, mais j'ai pas de notion de facteurs de risque connus. Après, c'est des gens très jeunes, donc c'est aussi un biais. Je crois que, enfin, je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose, mais en fait, il n'y a pas de déterminant social, en tout cas. Tout le monde est concerné. D'ailleurs, ça a commencé quand même par la population estudiantine, donc plutôt dans les milieux aisés. Mais aujourd'hui, on va le retrouver, enfin, je pense que Cécile, tu l'as évoqué, hein, aussi dans les réseaux de proxénétisme, parce que ça permet voilà, de rendre je sais pas quel trouver quoi comme mot, mais plus soumis. Détendu. Voilà, plus détendu, voilà. Et de très jeunes filles, ouais. Donc, c'est vraiment, enfin, c'est ça qui est très inquiétant aussi, parce que justement, quelle est la population cible? C'est tous les jeunes de 16 à 25 ans, en fait. On va dire ça. Et juste, pardon, il y avait une petite question qui était sur le méopa. Quelqu'un a dit, est-ce que c'est la même chose avec le méopa? Donc, le méopa, c'est un gaz médical qui est un mélange à quantité égale, hein, entre oxygène et protoxyde d'azote, qui est très, très utilisé pour faire des anesthésies, et notamment chez l'enfant. Voilà, donc, bien entendu, on est très... on surveille le méopa parce qu'il faut être très attentif. Certaines patients qui ont des pathologies douloureuses chroniques et qui peuvent abuser de méopa, mais il ne faut surtout pas couper l'accès au méopa. Enfin, il ne faut pas dire je refuse le méopa pour un soin douloureux parce que c'est pas le protoxyde d'azote pur qui nous pose les problèmes qu'on évoque ce matin. Voilà. Il y a des gens qui entendent parler du protoxyde d'azote, c'est horrible, et donc qui refusent que, par exemple, pour un soin douloureux à leur enfant, on utilise du méopa. Non, enfin, c'est pas du tout la même chose, et c'est un gaz médical très encadré, qu'il faut surveiller, bien sûr. Merci pour cette précision. Et juste pour revenir aux déterminants sociaux, on a eu une réaction d'une personne qui partageait qu'un collège d'une mairie a assuré que la moitié des personnes reçues aux urgences pour des problèmes liés au protoxyde venaient des QPV. Est-ce que selon vous c'est vrai? Jennifer, je vois que vous levez la main. Oui, alors pour répondre peut-être indirectement, parce que je pourrais pas affirmer que la moitié des personnes venaient des QPV, mais peut-être ce que je voulais rajouter et que je vous ai pas dit, il faut quand même pas oublier que sur les consommations en fait de tous stupéfiants, parce que là, on est évidemment, c'est le sujet du webinaire, donc on est focalisé sur le protoxyde, mais peut-être à chaque fois de recontextualiser avec les polyconsommations et en comparaison des autres produits. Donc là, c'est l'enquête Escapade, et on a la chance du coup d'avoir des jeunes qui sont scolarisés et qui sont pas scolarisés. Et en fait, quand on regarde un peu les différents produits, hein, là vous avez le tabac, les cigarettes, l'alcool, les API, c'est les alcoolisations ponctuelles, je me rappelle plus du I, enfin en gros quand on consomme de manière une fois très rapide,
Le cannabis ou les autres drogues illicites. Donc là, il n'y a pas forcément le protoxyde d'azote de spécifié parce que c'est un nouveau produit aussi qui rentre dans les enquêtes, donc on peut pas avoir forcément de données directes. Mais je pense que c'est important de reprendre la dynamique globale des différentes consommations et on voit quand même à chaque fois que plus on se rapproche en fait enfin le statut scolaire en fait influence quand même les consommations au niveau global statistique, hein, ça veut bien, enfin, le protoxyde d'azote peut concerner tout le monde, mais quand on regarde les grandes tendances statistiques, effectivement, on voit aussi que, par exemple, quand on est sur les jeunes non scolarisés, il y a toujours plus de consommation que sur l'ensemble ou sur, par exemple, les lycées en filière générale, par exemple. Donc, faut pas forcément, enfin, c'est toujours difficile en prévention, mais voilà, faut quand même avoir ça aussi à l'esprit. Alors, je sais pas si la moitié des jeunes aux urgences étaient des QPV. C'est quelque chose à avoir en tête. Et c'est quelque chose à avoir en tête, en fait, sur l'ensemble des consommations. Et peut-être pourquoi, il y avait une question, pourquoi, en fait, les jeunes sont tant attirés par le protoxyde d'azote. Je pense que là, encore une fois, un élément de réponse, c'est de reprendre la dynamique, vraiment qu'on voit en addictologie, en fait, des usages, des troubles de l'usage. Il y a vraiment, en fait, un continuum et là, on parle, comme le disait Maryse, vraiment des gens qui ont des consommations chroniques extrêmement répétées et qui sont dans des états dégradés qui peut-être ne récupéreront pas. C'est pas tous les usagers de protoxyde d'azote, en fait. Donc, voilà, c'est pour ça, quand je parle un peu de ces deux champs tout à l'heure, c'est vraiment qu'il y a des usages extrêmement différents dans la population des consommateurs de protoxyde d'azote. Et, euh, et voilà, en gros, c'était surtout ça que je voulais vous repréciser. Merci Jennifer pour cette reprécision. Et puis du coup, on a bien vu votre diapo, même si elle était Bon. pas en grand, mais c'est très bien. Ouais, je Merci. vous le renverrai en grand. Et de toute façon, il sera partagé comme le partage Camille dans le chat, il sera partagé sur le site du DRAPS de promotion santé Occitanie avec toutes les ressources, les supports et les ressources seront partagées à ce moment-là. Et juste Jennifer, à toute fin, il y avait aussi de votre intervention, il y avait une question sur comment gérer les déchets à l'avenir. Est-ce que il y a déjà des recommandations ou c'est encore assez Alors, flou? comme je disais, en fait, c'est des questions qui sont en train d'être travaillées. J'ai vu dans la revue de presse qu'il y a, je sais plus quel département qui sollicitait une entreprise ou bref, ils se sont mis en lien pour utiliser l'IA pour essayer de repérer les bouteilles dans les déchets. Mais en fait, c'est quelque chose qui est pas encore réglé, qui est vraiment en question encore maintenant. Et si vous vous retrouvez avec une bouteille de protoxyde, enfin moi j'en avais ramassé une pour faire une photo et après je me retrouvais bien embêtée parce qu'en gros quand j'ai voulu savoir quoi en faire, bah, je l'ai ramené en déchetterie, mais en déchetterie, ils n'ont pas forcément de solution et de filière de recyclage. Comme je disais, c'était 12 euros par bouteille pour une collectivité, 12 euros TTC, c'est impossible. Ils en ramassent des tonnes, en fait. Des tonnes et des tonnes qui s'entassent, et qui peuvent faire courir des risques quand même d'explosion, malgré tout. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et je réponds en direct à la question pourquoi ne pas s'adresser à ceux qui produisent. Ça, c'est des dynamiques, encore une fois, internationales. Le protoxyde d'azote n'est pas classé stupéfiant, donc aussi pour les forces de l'ordre, il y avait cet enjeu-là. En fait, quand ils faisaient des saisies de protoxyde d'azote, bah, en fait, ils étaient parfois obligés de les rendre parce que les saisies étaient pas légales, tout simplement. Donc, c'est encore vraiment un produit entre deux. Et c'est pour ça aussi que c'était si facile entre guillemets, si facile de s'en procurer. Et peut-être, alors ça a rien à voir avec les déchets, mais ce que je voulais vous dire tout à l'heure que j'ai oublié, c'est que pareil, hein, si on se remet dans une problématique addictologique plus large, pourquoi les gens consomment 5-6 bouteilles par jour, vont aux urgences, retournent chez eux et recommandent, c'est pas le protoxyde d'azote le problème en fait. C'est la problématique du trouble de l'usage bien plus large. Et parmi les entretiens qualitatifs qu'on peut commencer à avoir, bah, le protoxyde d'azote, c'est comme n'importe quel produit psychoactif. Quand on le consomme très régulièrement, à haute dose, etc., c'est pour gérer des traumatismes, c'est pour s'auto-médiquer, en fait, hein, tout simplement. Donc, quand on parle de déni, par exemple, effectivement, le discours officiel de la personne, ça va être de dire non, non, je consomme pas, parce qu'en fait, il peut pas vous dire, ah bah bien sûr, mais de toute façon, je sors, je reprends ma bouteille, je peux pas faire autrement. Ça, il peut pas le dire. Donc, il préfère dire qu'il consomme pas, qu'il va plus le faire et que c'est pas vrai, en fait. Mais encore une fois, ça, c'est des profils très particuliers et c'est pas tous les usagers de protoxyde d'azote, mais c'est ceux qui nous intéressent ce matin. Et quels Et sont pour les... rebondir,
Pardon, je me permets pour rebondir sur pourquoi aussi on s'adresse pas à ceux qui produisent. Il faut quand même savoir que sur les bouteilles de proto, si vous en trouvez une dans la rue pour regarder, c'est marqué usage alimentaire. Et à l'heure actuelle, l'usage alimentaire est autorisé à la vente. Ce qui est un peu particulier, on est sur un double, on a un peu les fesses entre deux chaises, si vous me permettez de l'expression, parce que les professionnels des métiers de bouche nous disent qu'ils pourraient très bien utiliser autre chose. Nous, on sait très bien que c'est pas à usage médical. On sait très bien qu'une grosse bonbonne comme ça sert pas à faire de la chantilly. Mais c'est écrit usage médical dessus. Alors bien sûr, les bonbonnes, etc., sont pas censées être vendues aux mineurs. Ils ont fermé les night shops, machin, etc. Mais c'est complètement insuffisant, avec une prévention qui est insuffisante et un dépistage qui est pas possible chez des gens qui ont beaucoup de mal à s'arrêter. Donc un vrai trouble de l'usage qui se développe, on vient de le dire. Donc pour l'instant, la problématique, tant qu'elle n'est pas prise au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau international, il se passera pas grand-chose malheureusement. Et quel est le rôle des réseaux sociaux dans la consommation? Qu'est-ce Démentiel. C'est déjà de faciliter la vente. Enfin, Il y a un cumul de tout. On a cumulé l'émergence des livraisons individuelles avec le Covid et après on surfe sur ça et donc ça fait plein de problématiques qu'on peut pas. Enfin, je sais pas. Enfin, voilà, c'est Sisyphe là. Et donc la seule solution, hein, enfin le classement stupéfiant, je vois pas comment ça pourrait être possible, hein, parce que c'est un produit qui sert dans l'industrie, voilà. La partie médicale, elle est parfaitement encadrée, et même pour des raisons environnementales, plein d'établissements hospitaliers ont fermé leur réseau de protoxyde d'azote hospitalier, hein, pour être. Donc c'est juste les personnes qui fabriquent des bonbonnes avec écrit usage alimentaire, alors que ça veut très bien que c'est pour alimenter leur trafic juteux. Donc ça, ils sont pas accessibles, hein. Le classement stupéfiant, les professionnels, par exemple, je vous dis, des métiers de bouche, nous disent très bien qu'ils peuvent utiliser autre chose que du proto. Mais pour revenir sur les réseaux sociaux, comme disait Jennifer, ça se vend sur Snapchat. Ça se vend sur Snapchat. Il y a pas mal d'influenceurs, voilà, qui expliquent que le proto c'est pas dangereux, qui montrent comment on peut gagner. Si vous allez sur leur site, je vous jure, il y a une vidéo comme ça qui permet d'expliquer comment on peut gagner de l'argent en achetant et revendant du proto. Comment devenir riche. J'ai un collègue, Guillaume Griche, il y a pas très longtemps. Normalement, c'est interdit, hein, la publicité en France sur ces sujets-là. Et il est allé sur un site de conversion de PDF en ligne et il a eu un bandeau publicitaire qui vendait du proto. Donc, au-delà des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, bien sûr, TikTok, Instagram sont très prégnants chez les jeunes, mais c'est Internet de manière générale qui permet que ce soit vendu si facilement. Donc le rôle est plus qu'important et je pense pas que ce soit avec les petites les campagnes de prévention qui sont faites, elles sont pas assez choquantes, elles utilisent pas assez les PAIRS parce que c'est ça qui les marque et elles sont pas suffisamment répandues sur les réseaux qui sont utilisés par les jeunes, quoi. Donc oui, on est très en retard là-dessus. Et justement, je rebondis par rapport à ce que vous venez de dire. Quels sont les messages de prévention qui seraient les plus pertinents pour les adolescents et les jeunes adultes? Parce qu'on pense aux réseaux sociaux, effectivement, qui sont très pris par les vendeurs, mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Alors, je vous la pose à Cécile ou aux autres intervenants, hein, de ce qu'ils peuvent voir sur le. Alors, je suis pas spécialiste de prévention, mais ce que disent les jeunes, c'est qu'il faut faire parler d'autres jeunes à qui c'est arrivé. C'est probablement ce qui marche le mieux. Parce que juste décrire des symptômes, on a essayé, on se rend bien compte que ça marche pas trop, c'est vague pour eux. Voilà. Après, je pense aussi que les campagnes peuvent être plus chocs. On a toujours l'impression qu'on va choquer des jeunes, mais avec ce qu'ils regardent sur les réseaux, ils regardent des choses beaucoup plus violentes que ce qu'on fait nous. Je pense que déjà la prévention
par des gens qui leur ressemblent, ça, à mon sens, ce serait déjà très bien. Je vois pourquoi pas faire des interventions dans les écoles, on le fait, mais le problème c'est que ça nécessite des moyens humains, des moyens personnels, et surtout ça demande un agrément par toutes les académies, et c'est très long. Oui, il y avait une question aussi, est-ce que l'éducation nationale est associée à ces travaux de recherche, de prévention? C'est en cours, c'est très long aussi. Oui, parce qu'il faut passer par chaque académie, en fait. On ne peut pas avoir un truc. Alors, tout est centralisé, mais sauf que là, il faut passer. Il y a une autre question sur avez-vous des interventions d'autres pays européens qui sont aussi victimes de cette utilisation du protoxyde et les moyens mis en œuvre pour lutter? C'était le cas au Congrès, hein. Les Pays-Bas sont extrêmement touchés, la Belgique commence, l'Angleterre, les États-Unis, et même les pays du Nord, parce qu'on a eu des Suédois. Oui, en fait, c'est quasiment toute l'Europe qui est touchée. Les Pays-Bas ont interdit complètement le proto. Et en fait, comme il n'y a pas de prévention associée, il y a eu d'abord une baisse, puis c'est reparti à la hausse. C'est comme le cannabis, c'est interdit, mais comme c'est interdit, justement, c'est encore plus rigolo d'en consommer. Est-ce que vous avez quelques vidéos de témoignages qui pourraient être utilisées lors d'interventions auprès de jeunes? Dernière question. C'est pas si facile que ça à trouver, en oui. fait. Et peut-être que il y a aussi le temps que ça se mette en place et que ça puisse émerger, comme vous le disiez, sur certains projets. Après, il y a tout de même vos outils que vous avez développés avec le lycée de Lille pour pouvoir aussi avoir des outils créés par les pairs, mais plus sur le format jeu vidéo, pas forcément de témoignages. Avant de clôturer, je voulais savoir vous souhaitez repartager des choses ou préciser certains points. Peut-être juste, je vous ai parlé rapidement au début du focus protoxyde d'azote qu'on va faire dans Trend cette année. Donc, les données seront disponibles en 2027. On va faire une enquête qualitative auprès des PEAJ, des CJC aussi, de tous ces structures-là, alors qu'ils les voient pas forcément, mais on va partir de là et on espère par effet entre guillemets boule de neige, peut-être avoir d'autres témoignages. Donc il y aura peut-être des verbatims, en tout cas de jeunes. L'idée de cette recherche, c'est vraiment d'aller à la rencontre des jeunes et d'avoir leur parole. Donc même si c'est pas une vidéo, on pourra de toute façon le rapport sera public, peut-être pourra servir de support en tout cas pour communiquer auprès des jeunes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les interventions et surtout aux réponses aux questions aussi, d'avoir pris ce temps. Et surtout, un grand merci à tout le monde, aux participants et participantes également, d'avoir pris le temps de voir de participer à ce webinaire. Donc, on espère vraiment que cette matinale pourra nourrir vos actions de prévention et vos réflexions autour de ce sujet sur vos territoires. Et je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous. Et j'espère qu'on vous retrouvera sur une prochaine matinale. À bientôt et bonne journée.